sommes une nation du tiers-monde. Il a essayé d'attaquer ses opposants politiques. Nous sommes devenus réellement comme une nation du tiers-monde. Et c'est réellement une honte, les dégâts qu'il a causés à notre pays. Et j'aimerais lui poser la question, et je vais lui poser la question, pourquoi est-ce qu'il a autorisé à des millions de personnes de venir, des personnes qui sortaient d'institutions psychiatriques, d'hôpitaux, de prisons, etc., pour venir dans notre pays pour le détruire? Monsieur Trump, nous parlerons d'immigration plus tard. Monsieur Biden, vous avez l'occasion de répondre sur la question de la dette publique. La plus grande dette de l'histoire, c'est la sienne. 2 000 milliards de réduction d'impôts pour les riches. J'ai tenté de réparer le système fiscal. Nous avions 1000 trilliardaires aux États-Unis. Ils payaient très peu d'impôts. S'ils ne payaient que 25%, on pourrait récolter 5 milliards de dollars. Nous pourrions payer nos services publics pour les enfants, les dépenses de santé, pour faire en sorte que toutes les personnes seules puissent bénéficier d'aide. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons réparé Medicare. Merci, M. Biden. M. Trump. Oui, Medicaid, il est en train de le détruire et il a détruit Medicare parce que ces personnes arrivent dans notre pays, ces personnes bénéficient de Medicare, bénéficient des aides sociales, de la protection sociale. Ils vont détruire notre protection sociale. Cet homme va seul détruire notre protection sociale. Et ces millions et millions de personnes qui envahissent notre pays, bon, on leur offre la protection sociale, très bien. Et lui, il va détruire la protection sociale, il va détruire Medicare. Alors il avait raison, il a eu une bonne conclusion. C'est une honte, c'est très dommage ce qui arrive à notre pays. Depuis 4 ans, on voit ce qui se passe. Ce n'est pas, c'est tout simplement incroyable. Je suis ami avec beaucoup de personnes à l'étranger et ces personnes ne croient pas ce qui arrive aux États-Unis aujourd'hui. Nous ne sommes plus respectés. Ces personnes, les étrangers ne nous aiment plus. On leur donne tout ce qu'ils veulent et ils nous prennent pour des crétins. Ils pensent que nous sommes tout simplement stupides. Ce que l'on fait pour les autres pays, c'est incroyable. Ils ne font rien pour nous. Ce que cet homme a fait aux États-Unis est tout simplement criminel. Merci, Monsieur le Président. Dana. C'est la première élection présidentielle depuis l'abrogation de Roe versus Wade. Ce matin, la Cour suprême a pris une décision concernant un autre cas d'avortement, faisant en sorte que les avortements d'urgence puissent avoir lieu en Idaho en dépit des décisions prises. Monsieur le Président Trump, vous vous êtes accordé le crédit de la fin de Roe versus Wade. Cependant, le gouvernement fédéral joue toujours un rôle quant au fait de savoir si les femmes peuvent avoir accès à la pilule abortive, qui représente à peu près 2 tiers de tous les avortements. En tant que président, est-ce que vous empêcheriez d'utiliser ce médicament? Oui, je suis d'accord avec cette décision qui a été prise concernant la pilule abortive. Je ne bloquerai pas ça. Regardez un petit peu cette question. C'est une question, un sujet complexe, mais pas vraiment. Il y a 51 ans, il y avait Roe v. Wade et tout le monde voulait redonner le pouvoir aux États, les libéraux, les conservateurs, les démocrates, les républicains, les dirigeants religieux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé 3 juges, formidables juges à la Cour suprême, et ils ont voté en faveur de cela, annuler l'arrêt Roe v. Wade. Et c'est à présent aux États de décider sur les questions d'avortement. C'est ce que tout le monde voulait. Il y a 10 ans, ils ont commencé à parler de nombre de semaines, etc. On a commencé à parler d'un autre sujet, mais tous les responsables juridiques, tous les experts juridiques les plus respectés du monde voulaient que ce soit aux États de décider. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, les États prennent des décisions. Regardez l'Ohio, c'était une décision un petit peu plus libérale qu'on aurait pu penser. Au Kansas, même chose. Au Texas, c'est différent. En Floride, c'est différent. Mais en tout cas, les États eux-mêmes prennent leurs décisions. Et aujourd'hui, ce sont les États qui décident. La décision appartient au peuple. Comme Reagan, je crois en l'exception. Je suis une personne qui croit en ça. Et honnêtement, je pense qu'il est important de croire en ces exceptions. Il faut suivre son corps. Certaines personnes sont d'accord, d'autres non. Mais je pense qu'il est important d'avoir des exceptions pour les viols, l'inceste et lorsque la vie de la mère est en danger. Il faut suivre son cœur, mais il faut également être élu. Évidemment, parce qu'il y a d'autres sujets qui entrent en jeu. Donc, il faut être élu. Le problème qu'ils ont, les démocrates, c'est qu'ils sont radicaux. Ils veulent supprimer la vie d'un enfant après 8 mois, 9 mois, même après la naissance. Regardez
Regardez l'ancien gouverneur de Virginie. Il était prêt à faire ça. Il a dit « Oh, ben c'est très bien, on va laisser de côté le bébé, on déterminera ce qu'on fera avec le bébé, c'est-à-dire qu'on va le tuer. » Ce qui s'est passé, c'est qu'on a redonné le pouvoir aux États. C'était vraiment une formidable décision. Merci, Président Biden. C'était terrible, affreux. La vaste majorité des juristes soutiennent Roe v. Wade. Et l'idée de dire qu'ils s'y opposent, c'est faux. Il y a un État qui va interdire aux femmes de consulter après 6 semaines. Look, there's so many young women who have been, including a young woman who just was murdered, and he went to the funeral. The idea that she was murdered by an immigrant coming in. Une femme a été tuée par un immigrant. Voilà, on braque les projecteurs là-dessus. Mais nous devons protéger les femmes. Et on se trompe de discussion. Il y a beaucoup de femmes qui ont été tuées par ces personnes que Biden a laissées rentrer dans notre pays. On a une frontière qui est très dangereuse. Le lieu le plus dangereux du monde, les pays les plus dangereux du monde, et ces gens envahissent notre pays et violent et tuent des femmes. Ces personnes qui viennent des pays les plus dangereux du monde. Et concernant l'avortement, le pouvoir appartient aux États, les États décident, les États votent, et dans de nombreux cas, les décisions sont tout à fait libérales. D'ailleurs, parfois c'est l'inverse, mais en tout cas, les États votent. Le pouvoir appartient au peuple. C'est ce que tout le monde voulait, y compris les fondateurs, nos pères fondateurs, s'ils connaissaient ce sujet. Bon, ce n'était pas le cas, honnêtement, mais tout le monde souhaitait, Ronald Reagan souhaitait cela, il n'a pas pu le faire. Tout le monde voulait que le pouvoir revienne aux États. Et de nombreux présidents ont essayé de remettre cette décision aux États. C'est moi qui ai réussi à le faire. Et une fois de plus, cela donne le choix au peuple, au niveau des États. C'est ce que tout le monde voulait. Tous les grands érudits voulaient ça. Toujours à propos de l'avortement, Monsieur le Président Biden, 7 États, on parle du même sujet, donc 7 États n'imposent pas de restrictions. Une femme peut obtenir un avortement à tout moment de sa grossesse. Pensez-vous qu'il faudrait imposer des limites ou un terme à l'avortement? Je soutiens l'arrêt Roe v. Wade. 3 trimestres. Premier trimestre entre la femme et son médecin. Le troisième trimestre entre la femme et l'État. Les fondateurs n'ont pas donné le pouvoir aux responsables politiques de décider à la place des femmes. Les médecins doivent décider, les femmes doivent décider. C'est ça qu'on doit faire. Et je vais restaurer Roe v. Wade. Cela signifie qu'il peut tuer un enfant après 9 mois et même après la naissance, parce que dans certains États démocrates, eh bien, il s'est autorisé après la naissance. En Virginie, par exemple, ça a été le cas. Donc, il est prêt à arracher le bébé des entrailles de la mère et le tuer. Personne ne veut ce genre de choses. Les démocrates ou les républicains, personne ne veut ça. Vous mentez, c'est faux. Roe v. Wade ne prévoit pas du tout cela. Seulement quand la vie de la mère est en danger. Nous ne soutenons pas les IVG en fin de terme. C'est faux. Sous Roe v. Wade, il y a des avortements de fin de terme. On peut tout faire, peu importe l'État. Nous ne pensons pas que c'est une bonne chose. Nous pensons que c'est quelque chose de radical. Nous pensons que les démocrates sont des radicaux. Ce ne sont pas les républicains. Pendant 51 ans, c'était la loi du pays. Les juristes l'ont soutenu, 51, et on nous l'a volé parce qu'il a placé des types à la Cour suprême. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire si les républicains fous comme lui sont élus et contrôlent le Congrès et interdisent l'IVG complètement à 6, 7, 8, 10 semaines? Il va promulguer cette loi, je vais
donner mon veto. Passons maintenant à l'immigration et la sécurité des frontières. Le nombre de migrants illégaux passant par la frontière sud est presque est incontrôlable. Et dans certains États, il y a des vrais problèmes d'insécurité. Alors, que proposez-vous? Nous avons travaillé avec les républicains pour changer ce système, pour veiller à ce que les migrants ne puissent pas passer la frontière facilement. Nous avons renforcé la demande d'asile et les services d'immigration m'ont soutenu. Quand il était président, il a séparé les enfants des familles en les mettant dans des cages. Ce n'est pas la bonne manière de faire. J'ai changé la loi de sorte que maintenant, il y a 40% de moins d'entrées. C'est mieux que ces résultats. Je vais continuer sur cette ligne avec cette initiative. Davantage de gardes-frontières et davantage d'agents d'asile. Je ne comprends vraiment rien à ce qu'il a dit. Je ne pense pas qu'il sache ce qu'il a dit. Nous avions la frontière la plus sûre de l'histoire du pays. Tout ce que nous avions à faire, c'est laisser la situation telle qu'elle. Il a décidé d'ouvrir nos frontières, ouvrir notre pays à des personnes qui sortent de prison, des personnes qui sortent d'institutions psychiatriques, des asiles de fous, des terroristes. Il y a énormément de terroristes qui arrivent dans notre pays, toutes sortes de terroristes, dans le monde entier, pas uniquement en Amérique du Sud. Tous les terroristes du monde entier, du Moyen-Orient, etc., tous les terroristes du monde affluent vers les États-Unis. Et cette personne a laissé les frontières ouvertes. Et moi, j'ai tout simplement dit, on ferme la frontière. La frontière était la plus sûre. Les derniers mois de mon mandat, nous avions, selon les gardes-frontières, d'ailleurs, qui veulent que je sois président, bon, je ne vais pas dire ça, mais ils veulent que je sois président. Mais vous pouvez leur parler. Nous avions la frontière la plus sûre de l'histoire du pays. Aujourd'hui, nous avons la pire frontière. On n'a jamais vu ça. Et les gens meurent aux quatre coins du pays, y compris des personnes qui arrivent avec des caravanes. Le seul terroriste qui est passé la frontière est celui qui a tué 3 soldats américains. C'était sous le mandat de Trump. C'est le seul terroriste. Je reconnais qu'il y a des terroristes, mais l'idée que nous accueillons les prisonniers de la terre entière, c'est faux. Rien. Tout l'infirme. Vous avez dit que vous alliez procéder à la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis. Est-ce que ça veut dire que vous allez recenser tous les migrants non inscrits sur les listes du pays, y compris ceux qui vivent aux États-Unis depuis des dizaines d'années? Comment vous allez procéder? Concernant cette personne qui a tué 3 personnes, nous, qui on a tué? On a tué Salamani et al-Baghdadi, les 2 plus grands terroristes du monde. Ça a eu un formidable impact sur tout, pas simplement sur la frontière, surtout. C'est lui qui tue des gens avec ses mauvaises frontières, y compris des centaines de milliers de personnes qui meurent et également des personnes qui tuent nos citoyens. Nous sommes réellement dans un piège. Les gens tuent des gens à New York, en Californie, dans tous les États de l'Union parce que nous n'avons plus de frontières. Tous les États sont fusionnés. Et c'est ridicule ce qu'il dit. Il parle de ces politiques stupides. À cause de ces stupides politiques, eh bien, des gens arrivent aux États-Unis et tuent nos concitoyens. C'est vraiment du crime. C'est des crimes de migrants, c'est des crimes des migrants de Biden. Ils tuent nos concitoyens à des niveaux jamais vus auparavant. Et vous dites ça, il y a eu 3 formidables femmes qui ont été tuées ces derniers jours. On vient de les enterrer. Une fille de 12 ans qui a été tuée. C'est atroce ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui. Littéralement, nous sommes un pays non civilisé aujourd'hui. Biden a ouvert les frontières. On n'a jamais vu quelque chose comme ça. Il faut expulser ces personnes, il faut les expulser rapidement. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles vont détruire notre pays. Regardez là où ces personnes vivent. Elles vivent dans des hôtels de luxe, à New York, dans d'autres villes. Nos anciens combattants meurent dans la rue parce que Biden n'a rien à faire de nos vétérans, n'a rien à faire de l'armée. Il se moque de nos anciens combattants.
J'ai eu les meilleurs taux d'approbation de la part des anciens combattants. Lui, c'est le pire. Il s'est débarrassé de tout ce que j'avais mis en place. Toutes les choses que j'ai approuvées ont été abandonnées, tout ce qui protégeait les anciens combattants. Aujourd'hui, c'est catastrophique à cause de tout ce qu'a fait Biden. Et je pense que Biden a supprimé certaines lois parce que je les aimais, parce que je les avais fait voter. Mais il a tué beaucoup de personnes à cause de ses frontières. C'est vraiment très, très triste pour les États-Unis. Tout est faux. Tout ce qu'il dit est faux. Par exemple, les anciens combattants sont dans une bien meilleure situation. 1 million d'entre eux ont une assurance, eux et leurs familles. Après avoir souffert de brûlures chimiques comme de l'agent orange. Je respecte beaucoup les anciens combattants. Mon fils a passé des années en Irak. Il est revenu avec des lésions graves. Récemment, j'étais en France pour le débarquement, la commémoration du débarquement. J'ai parlé à des héros. Je suis allé me recueillir dans les cimetières. J'ai rencontré un général 4 étoiles. Et il a osé dire que ces anciens combattants étaient des idiots. Alors déjà, c'était une fausse citation. Les losers, les crétins, c'était quelque chose qui est sorti dans les magazines. C'est lui qui a inventé cette citation. Il l'a utilisé pour faire des pubs. Non, nous avions 19 personnes qui étaient là-bas. Et qui dirait, oh, je suis dans un cimetière, je parle de nos anciens combattants. Non. Vraiment, je suis ravi qu'on aborde ce sujet. Et je suis ravi qu'il ait abordé ce sujet. Personne ne s'est mieux occupé de nos anciens combattants que moi. Imaginez, devant des généraux, devant d'autres personnes, je vais parler de losers, de crétins. On avait 19 personnes qui ont confirmé que je n'avais jamais dit ça. C'est lui qui a inventé cette citation. Comme la Russie, tout ça c'était inventé. Comme les 51 agents du renseignement, c'était inventé. Les 16 économistes, etc. Tout ça. 51 agents du renseignement qui ont dit que l'histoire de l'ordinateur portable, c'était de la désinformation. Non, 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 c'était l'ordinateur de Hunter. C'est lui qui a inventé cette citation et il devrait me présenter des excuses tout de suite. Un général 4 étoiles m'a rapporté ses propos. Deuxièmement, moi, m'excuser, jamais. Nous avons fait davantage pour les anciens combattants que personne dans l'histoire. Notre obligation sacrée est de veiller au bien-être des anciens combattants, des combattants et de leurs familles. C'est ce que nous faisons. Nous faisons davantage pour eux qu'auparavant. À propos de politique étrangère, je voudrais commencer par la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui en est maintenant à sa 3e année. Monsieur le Président Trump, le président russe Vladimir Poutine a dit qu'il ne mettrait un terme à cette guerre que si la Russie pouvait conserver le territoire ukrainien qu'elle a déjà acquis et que si l'Ukraine renonçait à entrer dans l'OTAN. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout d'abord, nos anciens combattants et nos soldats ont horreur de Biden. Ils ne peuvent pas le supporter. Ils pensent que c'est le pire commandant en chef, si on peut appeler ça un commandant en chef, de l'histoire des États-Unis. Ils ne le supportent pas, que les choses soient claires. Ils m'aiment plus que tous les autres. Et tout le monde confirme ça. Concernant la Russie et l'Ukraine, si on avait un vrai président, un président qui était respecté par Poutine, il n'aurait jamais osé envahir l'Ukraine. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes aujourd'hui, beaucoup plus que les gens le pensent ou le savent. On peut doubler les chiffres qu'on voit dans la presse, les tripler même. Biden n'a rien fait pour empêcher ça. Je pense même qu'il a encouragé la Russie d'envers l'Ukraine. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Il s'en est tellement mal sorti avec l'Afghanistan. C'était tellement une débâcle, c'était tellement un moment de honte dans l'histoire de notre pays, que lorsque Poutine a vu ça, a vu l'incompétence des États-Unis, il aurait dû renvoyer les généraux, comme j'aurais dû renvoyer ceux dont il parle. Il aurait dû renvoyer ces généraux. Aucun général n'a été renvoyé pour le moment le plus embarrassant de l'histoire de notre pays, l'Afghanistan. On a laissé des milliards de dollars d'équipement derrière nous, on a perdu 13 formidables soldats et 38 soldats ont été oblitérés. Et nous avons laissé des personnes derrière également, des citoyens américains sont restés en Afghanistan. Lorsque Poutine a vu ça, il s'est dit, vous savez quoi, je crois qu'on va y aller, on va foncer. Peut-être que, voilà, c'était son rêve, je lui en ai parlé, c'était son rêve. La différence, c'est qu'il n'aurait jamais osé envahir l'Ukraine. Il n'aurait jamais osé envahir l'Ukraine. C'était comme Israël n'aurait jamais osé envahir
n'aura jamais été envahi par le Hamas ou envahir le Hamas. Pourquoi? Parce que l'Iran, avec moi, l'Iran était ruiné. Ils ont perdu tout leur argent et ils n'avaient pas d'argent. Donc ils n'avaient pas d'argent pour financer le Hamas. Donc le Hamas n'aurait pas pu envahir Israël. C'est pourquoi il n'y avait pas d'attaque terroriste pendant mon mandat. Aucune terreur. Aujourd'hui, le monde entier est à feu et à sang. Président Biden. J'ai jamais entendu autant de mensonges et de bêtises de toute ma vie. Mais je vais commencer par ce qu'il a dit à la fin. L'Iran a attaqué des troupes américaines et a causé énormément de dégâts au sein de nos troupes lorsque lui était président et il n'a absolument rien fait. Il a même dit d'ailleurs qu'il n'avait que des maux de tête, ces soldats. Il n'a absolument rien fait, il n'a pas bougé le petit doigt. Deuxièmement, nous avons plus de 100 000 Américains qui ont quitté l'Afghanistan. Et on se retrouve dans une situation où, quand on regarde ce que Trump a fait en Ukraine, ce type-là a dit à la Russie qu'il pouvait faire ce qu'il voulait des pays qui ne payaient pas à l'OTAN. Et c'est exactement ce que Trump a fait. Il encourage les régimes autoritaires à faire ce qu'ils veulent. Il pensait qu'il pouvait prendre Kiev en l'espace de 5 jours et Poutine n'a pas réussi à atteindre cet objectif et ils ont perdu des milliers et des milliards de militaires depuis. Président Trump, je reviens vers vous pour une minute, mais pour l'instant, je voudrais revenir à la question que je posais à l'origine. Est-ce que les conditions de Poutine vous semblent acceptables concernant l'Ukraine? Non, c'est pas acceptable. Écoutez, c'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer. Si on avait un leader dans ce monde, il a dépensé 200 milliards, voire plus. Il a donné 200 milliards de dollars à l'Ukraine. C'est énormément d'argent. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. À chaque fois que Zelensky vient dans ce pays, il repart avec 60 milliards de dollars. Et je ne le critique pas, je ne critique personne. Ce que je dis, c'est que l'argent qu'on dépense sur cette guerre, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû se passer. Moi, cette guerre, je l'aurais réglée. J'aurais trouvé un accord entre Zelensky et Poutine, c'est ce que je ferai dès que je serai élu en janvier. Les gens sont tués de manière inutile. Et moi, je vais régler tout ça dès que je prends mes fonctions. Minute, Président Biden. La réalité, c'est que c'est un criminel de guerre. Il a tué des milliers et des milliers de personnes. Et s'il y a une chose qui est claire, c'est qu'il veut rétablir les frontières de l'Union soviétique. Il ne veut pas des morceaux de l'Ukraine, il veut toute l'Ukraine. Et vous pensez qu'il s'arrêtera là? Vous pensez qu'il s'arrêtera à l'Ukraine? Après l'Ukraine, il ira où? En Pologne, en Biélorussie, et quid des pays de l'OTAN? Donc réfléchissez bien à quels seront ses agissements si jamais il remporte cette guerre. Par ailleurs, le soutien qu'on apporte à l'Ukraine, que ce soit les armes, c'est surtout des armes d'ailleurs qu'on les fournit plus que de l'argent, et nos alliés de l'OTAN ont autant soutenu l'Ukraine que nous. C'est pour ça que nous sommes forts aujourd'hui. Merci. Maintenant, je voudrais passer au Moyen-Orient. En octobre, le Hamas a attaqué Israël, tuant plus de 1000 personnes et prenant des centaines d'otages. Parmi ces otages, dont on pense qu'ils sont encore en vie, il y aurait 5 Américains. En réaction, des centaines de Palestiniens, des milliers de Palestiniens ont été tués. C'est le chaos à Gaza. Monsieur le Président Biden, vous avez fait une proposition de résolution du conflit, mais jusqu'à présent, le Hamas n'a pas libéré les otages et Israël poursuit son offensive militaire à Gaza. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Qu'envisagez-vous de faire de plus pour régler la question? 2 minutes. La première chose à dire, c'est que les pays du Conseil de sécurité, tout le G7 et bien d'autres encore, ont approuvé le plan que j'ai proposé. C'est un plan en 3 étapes. La première, c'est d'abord de libérer les otages en échange d'un cessez-le-feu, ensuite un cessez-le-feu avec des conditions supplémentaires, et la troisième phase, c'est la fin de la guerre. Personne ne veut que cette guerre se poursuive avec le Hamas, et on est en train de tout faire pour que cette proposition soit acceptée par tous les bords. La seule chose qu'on a refusée à Israël, c'est les bombes les plus puissantes qui risquent de détruire des quartiers entiers qui ne sont pas précises et qui sont dévastatrices. Et
C'est moi qui ai d'ailleurs organisé la pression sur l'Iran lorsque Israël a été attaqué et personne n'a été tué. Et nous avons réussi à opérer une désescalade entre les deux pays. Nous avons apporté notre soutien à l'Israël, mais nous agissons sur tous les fronts. Il faut cesser ce conflit avec le Hamas. Pour terminer cette guerre, il faut faire comme on l'a fait avec Ben Laden, il faut affaiblir le Hamas, mais il faut faire attention à l'usage de certaines armes dans des zones habitées par les populations civiles. Je reviens juste sur l'Ukraine quelques instants. Il y a un océan qui nous sépare. Les nations européennes, ensemble, ont dépensé 100 milliards, voire peut-être plus, en tout cas moins que nous. Pourquoi est-ce qu'ils ne les appellent pas? Et pourquoi il ne leur dit pas « investissez autant d'argent que moi pour l'OTAN ». Il faut investir des centaines de milliards d'euros. Le secrétaire général de l'OTAN a dit « Trump a fait ce qu'il y a de plus incroyable, j'ai jamais vu ça ». Ils ont dépensé quasiment 100% de l'argent qu'on a mobilisé. Mais lui, il ne fait pas ça. Il faut demander à ces gens de payer. Il y a plus de 100 milliards qu'on a dépensés et ça a un impact beaucoup plus important. On a un océan entre nous. Pour ce qui est d'Israël et de Hamas, Israël le dit, c'est Hamas. Hamas veut poursuivre cette guerre, mais Israël veut finir cette guerre. Mais en fait, lui, il ne veut pas. Il est en train de devenir un Palestinien. Il ne l'aime pas parce que c'est un mauvais Palestinien, c'est un faible. Une minute, Président Biden. Je n'ai jamais entendu autant de bêtises. Cet homme-là, il veut sortir de l'OTAN. Et cette idée que notre alliance ne serait pas forte. Non, au contraire, notre force, elle repose sur cette alliance-là. Il y a une guerre en Europe, on ne peut pas se retirer de l'OTAN. Et qu'est-ce qu'on fait si Poutine va plus loin que l'Ukraine? Eh bien, il faut se servir de l'article 5 de l'Alliance. Parce que Poutine peut très bien aller au-delà de l'Ukraine, la Pologne et d'autres pays encore. Donc il n'a aucune idée de quoi il parle. Et il y a 50 autres pays dans le monde, d'ailleurs, que j'ai encouragé à appuyer l'Ukraine. Je pense au Japon, à la Corée du Sud, parce qu'ils savent que cette déstabilisation est une menace à la paix mondiale. Il n'y a aucune guerre en Europe qui a été contenue par l'Europe seule. Monsieur le Président Trump, seriez-vous favorable à la création d'un État palestinien indépendant pour réaliser la paix dans la région? Mais avant ça, le problème qu'on a, c'est qu'on dépense tout l'argent. Et il nous tue au niveau du commerce. Moi, j'ai passé de très grands accords commerciaux avec les nations européennes, puisque si on les prend dans leur ensemble, elles représentent la même taille que l'économie américaine. Mais on n'arrive pas à leur vendre de voitures. Ils ne veulent rien de notre pays. Mais nous, on est censé accepter leurs voitures, leurs produits agricoles, etc. Moi, j'avais changé ça. Mais ils ne veulent pas payer. Et la seule raison pour laquelle il peut jouer avec l'OTAN, c'est que moi, j'ai réussi à investir des centaines de milliards de dollars. J'ai dit non, je ne soutiendrai pas l'OTAN si vous ne payez pas vos cotisations. On m'a posé la question à l'époque, est-ce que vous allez nous protéger contre la Russie? Et il y avait une réunion secrète des États de l'OTAN et j'avais dit à l'époque, non, si vous ne payez pas, je ne vous protégerai pas. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a des milliards de dollars qui sont arrivés, qui ont afflué le lendemain et les mois suivants. Mais là, on se retrouve dans la même position. On paye pour tout le monde. Parlons maintenant de la démocratie. Monsieur Trump, parlons du 6 janvier 2021. Votre réaction vers vos soutiens. Après le vote électoral, votre objectif, c'était de protéger, défendre la Constitution. Mais qu'est-ce que vous dites à propos de ces personnes qui ont violé la Constitution lors du 6 janvier? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui croient que c'est le cas. Et je vais vous parler du 6 janvier. Ce jour-là, on avait une frontière formidable. Personne ne traversait, seulement quelques personnes. Le 6 janvier, on était indépendant au niveau énergétique. Et le 6 janvier, on avait les impôts les plus faibles de tous les temps, le plus faible niveau de régulation, de réglementation. Le 6 janvier, on était respecté du monde entier. Le monde entier nous respectait. Puis, Biden arrive
Et voilà, on se retrouve comme des idiots. Ce qui s'est passé à la réputation des États-Unis sous le leadership de cet homme est terrible, y compris l'arsenalisation. Je suis sûr que vous allez en prendre un mot, plutôt l'instrumentalisation. Il s'en prend à ses opposants puisqu'il ne peut pas faire ça de manière régulière. Que dites-vous aux électeurs qui pensent que vous avez violé votre engagement constitutionnel suite de vos actions le 6 janvier? Ils sont inquiets pour Je n'ai l'avenir. pas dit ça, je dis ça à personne. J'ai dit pacifiquement et patriotiquement. Et si vous regardez les actualités il y a 2 jours, Nancy Pelosi donc, s'est exprimée lors d'un document et elle a dit « Non, c'était ma responsabilité, j'ai été responsable de ça puisque j'ai proposé 10 000 soldats à la garde nationale. Plutôt, on lui a proposé 10 000 soldats et elle a refusé. Et d'ailleurs, le maire a refusé par écrit. Ils ont refusé ça. Moi, j'ai proposé 10 000 soldats. En fait, j'avais rien à faire. On m'a demandé d'aller faire un discours. Mais moi, je voyais ce qui se passait. Tout le monde disait que les gens allaient affluer le 6 janvier. Moi, je dis, vous savez, il va y avoir beaucoup de gens. Ça se sentait. Vous aussi, vous le sentiez. Et donc, je dis, il faut peut-être qu'on envoie la garde nationale. Et je leur ai donc proposé. Et elle reconnaît aujourd'hui avoir refusé cette proposition. Et c'est le même jour, alors. Le même jour, elle a dit qu'elle assumait l'entière responsabilité pour le 6 janvier. Écoutez, c'est lui qui a encouragé ces personnes à envahir le Capitole. Il est resté dans le bureau ovale pendant 3 heures et il a regardé et il y avait ses collègues républicains, son vice-président qui était dans le Capitole. Il aurait pu leur demander d'arrêter cette invasion du Capitole et il ne l'a pas fait. Il dit même qu'il les libérera de prison, ceux qui sont en prison, et qu'il les exonérera de toute culpabilité. Et il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été reconnues coupables et lui veut les libérer. Et le seul responsable, c'est lui, c'est Donald Trump. Il a décidé de ne rien faire. Et ces personnes-là, elles ont commis des infractions et des crimes et il faut qu'elles soient punies. Et lui, il veut les libérer. Et après, il nous parle de bain de sang. Merci, M. Biden. M. Trump? Vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait à tous ces innocents. Vous avez détruit la vie de nombreuses personnes. À Portland, ou bien dans de nombreuses autres villes, dans le Minnesota, à Minneapolis. Ce qui s'est passé là-bas avec les incendies, si je n'avais pas envoyé la garde nationale, ces villes auraient été détruites. Ils ont pris possession de quartiers entiers à Seattle. J'ai dû envoyer la garde nationale. Ça les a fait rire. Tout ce qu'il dit ici est complètement à côté de la plaque. Je l'ai dit, pacifique et patriotiquement. Ensuite, le comité. Donc, nous avons des démocrates qui ne sont plus en fonction, donc qui ont détruit toutes les informations qu'ils ont trouvées, puisqu'ils se sont rendus compte qu'on avait raison. Ils ont détruit, effacé toutes les informations. Ils devraient aller en prison pour ça. Si un républicain avait fait ça, il irait en prison. Monsieur Trump. Monsieur Biden, 1 minute. La seule personne qui a été reconnue coupable ici, c'est le monsieur qui est à côté de moi. Et ce qu'il vous raconte, c'est tout simplement faux. La réalité, c'est que lui n'a rien entrepris pour arrêter ce qui était en train de se passer au Capitole. Et toutes ces personnes qui ont été reconnues coupables méritent leur peine. On ne peut pas juste dire qu'ils ont cassé quelques fenêtres et quelques portes. Il y a des gens qui sont mortes. Ils n'ont pas juste renversé quelques bureaux et occupé quelques bureaux. Et l'idée de dire que ces gens-là sont des patriotes, je n'y crois pas une seconde. Je me souviens des débats qu'on a eus la dernière fois et je lui avais demandé de condamner ce qu'avaient dit les Proud Boys et il leur a demandé de se tenir prêts. Est-ce qu'il les condamnerait aujourd'hui? Est-ce que vous condamnez ce que les personnes ont fait lorsqu'elles ont attaqué le Capitole? Qu'est-ce que vous en dites?
Monsieur Trump, vous allez avoir une minute. Une question. Un jury vous a reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. Si vous étiez réélu, vous avez dit que vous pourrez poursuivre vos opposants politiques. Vous parlez des membres du Select Committee le 6 janvier qui ont été envoyés en prison. Votre opposant principal étant en face de vous, pouvez dire clairement ce que cela signifie de poursuivre vos opposants politiques? J'ai dit que la rétribution, ce serait de rendre ce pays prospère. Mais il vient de parler d'un repris de justice, mais son fils en est un, à un très haut niveau. Et il sera encore condamné certainement de nombreuses fois. Mais le ministère de la Justice a laissé la prescription s'éteindre. Mais Joe pourrait être également condamné pour crime quand on voit tout ce qu'il a fait. Il a fait des choses terribles. Tous les décès qui ont eu lieu à la frontière, également le fait de dire aux Ukrainiens qu'ils vont gagner 100 milliards de dollars si on change le procureur, ça c'est de la contrepartie. On ne va rien faire, on ne vous donnera pas vos 100 milliards, sauf si vous changez le procureur. Ça c'est en lien avec son fils. Cet homme est un criminel. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Moi, j'ai rien fait de mal. On a un système qui était dégoûtant et truqué. Moi, je n'ai rien fait de mal. Merci, Monsieur Trump. Monsieur Biden. Vous voulez répondre? Vous avez une minute. Cette idée que j'ai fait quoi que ce soit de mal par rapport à ce que vous avez fait, c'est juste inouï d'entendre une chose pareille. Et le fait que vous avez le droit de prendre une vengeance contre le peuple américain au motif que vous avez été président, c'est complètement incroyable d'entendre encore une chose pareille. Ensuite, pensez aux centaines de milliards et de millions que vous devez, puisque vous avez été reconnu coupable, puisque vous avez couché avec une star du porno un soir où votre femme était enceinte. Mais de quoi parlez-vous exactement? Vous avez absolument aucune morale. Je n'ai pas de relation sexuelle avec une star du porno, premier point. Ensuite, c'est une affaire qui est passée donc des mains d'un responsable du ministère de la Justice à une cour de district de Manhattan. Nous allons faire appel. Le juge était terrible, il était horrible, c'était un démocrate. Les procureurs étaient tous des démocrates de haut rang, des gens qui avaient été nommés par les démocrates. Et au civil et au pénal. En deux mots, il s'en est pris à ses opposants politiques puisqu'il pensait que ça allait apporter préjudice lorsque le public allait avoir vent de ses affaires. Puisque les gens ne connaissaient pas tout ça. Mais lorsqu'ils ont découvert ces affaires, vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien, ma cote de popularité a augmenté et nous avons engrangé beaucoup plus d'argent ces 2 dernières semaines que dans toute l'histoire des campagnes électorales. Je pense que jamais une campagne n'a engrangé autant de centaines de millions de dollars, puisque les gens, le public sait que c'est une escroquerie. Et il s'en prend à ses opposants politiques puisqu'il ne peut pas gagner dans les règles de l'art. Monsieur Biden, vous avez dit que Trump et ses républicains MAGA sont décidés à détruire la démocratie américaine. Croyez-vous que les dizaines de millions d'Américains qui sont susceptibles de voter pour Monsieur Trump vont voter contre la démocratie américaine? Oui, s'ils ont compris ce qu'il est en train de faire et ce qu'il veut faire, oui. Et vous savez, il va être accusé d'encore bien d'autres choses. Je ne sais pas ce que les jurys vont décider, mais je sais que lui, il va au-devant de grandes difficultés. Moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu de président parler de prendre leur vengeance. Lorsque mon fils est mort, je me suis dit que je n'allais plus jamais me présenter à une élection jusqu'à ce que je vois ce qui se passe à Charlottesville avec ces personnes qui tenaient des pancartes, qui tenaient des torches et qui m'a rappelé ce qui s'est passé en Allemagne. Et d'ailleurs, il y a une jeune femme qui a été tuée. J'ai parlé à sa mère et je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes qui ont commis ces crimes ?» Enfin, en tout cas, c'est la question qu'on a posée à Donald Trump. Et Donald Trump a dit que c'était des personnes très bien, alors que c'était des néo-nazis qui portaient des torches et qui crachaient le même venin antisémite que les nazis.
Et lui, il a dit que c'était de bonnes personnes et que Hitler avait fait des bonnes choses. Cet homme n'a aucune idée de ce que c'est la démocratie. Monsieur Trump. Jack, vous savez, tous les deux, quand on voit que tout ça a été complètement effacé, quand on voit le prononcer, exonération ou disculpation totale, il vient de parler de Charlottesville. Là, il nous harangue parce qu'en fait, on sait qu'il n'a pas ce qu'il faut pour être président. Vous le savez, je le sais, c'est ridicule. Là, on essaie juste de justifier sa présidence. Sa présidence est indubitablement la pire de toute l'histoire de notre pays. On ne devrait même pas en débattre. C'est lui qui a inventé cette histoire de Charlottesville. Et on voit que ça a été démonté partout. Chaque présentateur raisonnable l'a démonté. D'ailleurs, l'autre jour, ça a été totalement démonté. C'est absurde. Il le sait. Il utilise cette histoire de Charlottesville pour se présenter. Monsieur Biden. C'est quelque chose qui s'est réellement passé. Il suffit d'ailleurs d'écouter ce qui s'est dit à l'époque. Moi, je me suis présenté parce que j'avais peur que quelqu'un comme lui soit élu, un homme qui pensait que ces personnes qui portaient des torches et qui portaient toutes ces idées nauséabondes étaient des personnes bonnes. Moi, je voulais me présenter contre cette idéologie-là. Ce qu'il nous raconte, c'est des mensonges. On sait ce qui s'est passé le 6 janvier. On a vu les personnes rentrer par les fenêtres. On a vu les personnes rentrer en Capitole. Son propre vice-président l'a lâché. Il y a 44 hauts fonctionnaires qui ne l'ont pas approuvé cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissent, ils le connaissent très bien. Merci Biden, Monsieur Biden. Nous revenons après une coupure. C'est un moment absolument historique. Un rêve olympique, paralympique qu'on écrit ensemble avec France Télévisions. Je trouve ça fou en fait de vivre ça de l'intérieur. On écrit l'histoire là, ça y est, l'histoire olympique, paralympique, elle s'écrit maintenant. Incroyable sensation! La France est championne olympique par équipe! Ça annonce une couverture des Jeux Olympiques et Paralympiques exceptionnelle. L'équipe de France est championne olympique. C'est fait. Olympique des Gigants. Oh, le point de malade. Championne olympique les Françaises pour la première fois dans l'histoire. Deuxième Florent Manodou. Allez, on va au bout, champion olympique. Il y a plusieurs sports qui vont faire leur arrivée cette année aux Jeux Olympiques de Paris. La France sur le podium. Soyez au rendez-vous, nous on sera là. C'est magique, c'est extraordinaire. Bonjour à tous, les Jeux Paralympiques vont commencer en direct sur France Télévisions. C'est un exploit monumental. Législative 2024. Une grande soirée électorale animée par Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse, Maya Loquet et Francis Letellier. Résultats, analyses, débats et réactions à chaud. En compagnie de nombreux invités politiques et experts, vous saurez tout sur ce premier tour de scrutin. Soirée spéciale élection législative, dimanche soir en direct dès 18h45 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. En partenariat avec Ipsos Talent. Bon, allez, on est chaud ou quoi? T'es viré. Michel, il faut que vous restiez président. Valentine cheats, she lies, she betrays her closest friends. I can fuck her any day. Oh, c'est là, purée! You're speaking to
Parlement saison 3, actuellement sur la plateforme France.tv. Welcome back to the CNN presidential debate live from Georgia. Let's talk about persistent challenges you both faced in your first terms and you certainly face again in a second. Dans ce premier mandat et de ceux qui se présenteront dans le deuxième. Président Biden, sous votre présidence, les familles noires gagnent toujours beaucoup moins que les familles blanches. Les mères noires ont toujours 3 fois plus de risques de mourir de cause liée à leur grossesse et les inégalités continuent dans d'autres domaines. Que dites-vous à vos électeurs noirs qui sont déçus? D'ailleurs, ils ne sont pas aussi déçus que vous le pensez. Les Afro-Américains ont ouvert de très nombreuses entreprises. On sait que le taux de chômage chez les Afro-Américains n'a jamais été aussi bas, en tout cas pas depuis très longtemps. On a trouvé aussi davantage de logements pour les personnes afro-américaines. Et on a réussi à lutter contre ces entreprises qui barrent l'accès au logement aux personnes afro-américaines. Et les familles afro-américaines doivent faire des choix très difficiles, notamment pour la garde de leurs enfants. J'ai réussi, moi, à réduire de moitié les coûts de garde des enfants pour les parents afro-américains et on va continuer dans cette voie-là, pour protéger les enfants et pour permettre à leurs parents d'entrer sur le marché du travail. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on a déjà fait énormément de bon travail et je ne vais jamais les laisser tomber, ils le savent. Il vous reste 49 secondes. Qu'avez-vous à dire aux électeurs noirs qui sont déçus du bilan? Je leur dis que oui, ils peuvent être déçus. C'est vrai que l'inflation les touche encore durement. On a les foyers afro-américains qui peuvent avoir des réductions d'impôts à hauteur de 10 000 € pour acheter leur premier logement. J'ai aussi aidé les étudiants afro-américains à obtenir leur crédit pour payer leurs études. Et d'ailleurs, on leur dit que si pendant 10 ans, ils remboursaient leurs dettes, tout le reste serait pardonné. C'est ce que d'ailleurs on a fait et on va faire ça et bien plus encore. Président Trump. Et il a causé l'inflation. Il dit que c'est la faute de l'inflation, mais c'est à cause de lui qu'il y a de l'inflation. C'est à cause de lui qu'il y a cette inflation qui tue des familles d'Afro-Américains, de Latinos, qui tue tout le monde. Ça tue tout le monde. Ces personnes ne peuvent pas faire les courses. Regardez le coût du panier de la ménagère qui a doublé, triplé, quadruplé. Les gens ne peuvent plus vivre, aujourd'hui. C'est à cause de lui, qu'il y a cette inflation. Je lui ai remis un pays avec pratiquement aucune inflation. C'était parfait, c'était formidable. Tout ce qu'il avait à faire, c'est ne rien faire. Et il a détruit tout ça avec ces lois pour l'environnement, tout cet argent qui a été jeté par la fenêtre. Lui, il a causé l'inflation. Le fait est que, à cause de lui, à cause de ces millions de personnes qui envahissent notre pays, eh bien, il y a ces Afro-Américains qui ne trouvent plus de travail. Ça peut être 19, 20 millions de personnes qui prennent les emplois des Afro-Américains, des Latinos. Et vous ne l'avez pas encore vu, mais vous allez voir très prochainement, vous allez voir le pire de notre histoire. Merci. Président Biden. Il n'y avait pas d'inflation quand j'étais président. Vous savez pourquoi? Parce que l'économie était à plat. 15% de chômage, il avait détruit l'économie. Il ne restait rien, même pas d'inflation. Il n'y avait pas d'emploi non plus. Nous avons créé des milliers, des millions d'emplois, y compris pour les minorités. On a veillé à ce qu'ils aient une couverture santé. Et
Nous avons aussi permis de déduire $8 000 pour ce qui est des cotisations sociales par foyer, des choses que lui, il veut renverser. Et nous avons aussi déployé davantage de forces de police dans les rues. Lui veut réduire la présence policière dans nos rues. Il y a vraiment beaucoup de choses que nous avons fait, mais l'inflation, c'est lui qui en est le responsable avec la manière dont il a très mal géré la pandémie. Merci. Un autre défi persistant est celui du changement climatique. L'année 2023 a été l'année la plus chaude depuis que l'on établit des enregistrements. Des pays souffrent des effets des vagues de chaleur, des ouragans, des sécheresses. Alors, comment vous prendriez-vous des actions comme président pour mettre fin à ces phénomènes? Alors, j'aimerais revenir à ce qu'il a dit. Pratiquement tous les groupes des forces de l'ordre, dans tous les États pratiquement, soutiennent Donald Trump. Pratiquement tous les groupes de représentants de policiers. Et ce qu'il a fait à la population afro-américaine est tout simplement horrible. Et il les a appelés des super prédateurs pendant très longtemps. Il ne faut pas oublier ça. Des super prédateurs. Voilà comment il appelait les Afro-Américains. Et ils ont été très vexés. Et aujourd'hui, ils voient le résultat. Mais quand ils voient ce que j'ai fait pour la réforme de la justice pénale et pour les universités noires, etc., ou que j'ai financé davantage et davantage les zones d'opportunité que j'ai créées. Vous connaissez Tim Scott, formidable, très bon travail, formidable sénateur de la Caroline du Sud. Et il m'a aidé à trouver cette idée. Il est venu me voir avec cette idée. C'était une formidable idée pour du développement. Ces zones d'opportunité, formidables. Et les principaux bénéficiaires, ce sont les Afro-Américains. C'est pourquoi nous avons les meilleurs chiffres auprès de cette population. J'ai lu ça ce matin. On a vraiment les meilleurs taux d'approbation. Alors que lui a perdu une grande partie du vote noir parce qu'il a très maltraité les Afro-Américains. Il a fait du très mauvais travail pour les Afro-Américains, pour les Latinos. Et vous voyez ces millions de personnes qui envahissent notre pays, qui vont prendre les emplois pour ces personnes. Ça a déjà commencé. Et déjà, on n'a rien vu encore. Ça va empirer. Il vous reste 38 secondes, Président Trump. Quelles mesures prendriez-vous comme président pour ralentir le changement climatique? Je veux de l'eau, tout simplement propre. De l'air très propre, la meilleure eau, le meilleur air. On avait du H2O, on avait les meilleurs chiffres. Et on utilisait toutes les formes d'énergie. Et pendant mon mandat, pendant mes 4 années, j'avais les meilleurs résultats en termes d'environnement. Et mes experts environnementaux m'ont donné ces statistiques juste avant que j'arrive sur scène, d'ailleurs. Je ne sais pas d'où il nous sort ces chiffres. Je n'arrive pas à croire qu'il pense que ce qu'il dit est vrai. On est dans la crise climatique la plus grave. Nous, on a passé la loi la plus stricte sur l'environnement. Et pour revenir sur les universités pour les Afro-Américains, sachez que nous avons fait beaucoup plus, notamment pour leur logement. On a versé 15 milliards dans ces universités-là pour créer des laboratoires pour les étudiants afro-américains. Donc on a fait énormément de choses pour ces étudiants pour qu'ils puissent avoir des emplois, notamment dans le secteur des hautes technologies. Et puis quand je l'entends nous dire qu'il y avait l'eau la plus propre quand lui, il était président. C'est incroyable. Il n'a rien fait pour l'environnement. Pire encore, il est sorti de l'accord de Paris que moi, j'ai rejoint parce que la seule vraie menace existentielle de l'humanité, c'est le changement climatique et lui n'a absolument rien fait et il veut défaire tout ce que moi j'ai fait. Les accords de Paris, ça allait nous coûter 1 000 milliards de dollars et ça n'allait rien coûter à la Chine, à la Russie, à l'Inde. C'était vraiment une arnaque pour les États-Unis. Et j'y ai mis un terme parce que je ne voulais pas jeter cet argent par la fenêtre parce que ces pays ne nous traitent pas bien. On allait être les seuls à payer. C'était tout simplement une catastrophe. Mais tout ce qu'il vient de dire... Je vais vous donner un exemple. Je l'ai entendu parler de l'insuline. Oh, c'est moi qui ai fait baisser le coût de l'insuline pour les seniors. Je me suis occupé des personnes âgées. Ce qu'il fait, c'est détruire tous nos programmes médicaux parce que les migrants arrivent et... Vraiment, j'ai le plus gros cœur sur cette estrade. Je veux m'occuper, je veux prendre soin des gens. Mais nous détruisons notre pays. Ces immigrés prennent le contrôle de nos écoles, de nos hôpitaux, ils détruisent notre protection sociale. Il est en train de détruire la protection sociale Medicare et Medicaid.
The idea is that we, in fact, we were the only ones of consequence who were not members of the Paris Accord. Nous devons sortir de l'accord de Paris. C'est incroyable. Les États-Unis ont leur place dans cet accord mondial et si important pour notre planète. Et d'ici 2035, on aura réduit de moitié notre pollution. On aura fait énormément de progrès. On va continuer à le faire. On a aussi tout un ensemble d'initiatives pour aider les jeunes à lutter contre le climat et on va se diriger vers cet objectif de réduire encore plus la pollution. Et quand je l'entends dire que c'est lui qui est celui qui se préoccupe le plus de la pollution et du climat, c'est des paroles, mais moi je n'ai vu aucun acte de son côté. Et il y a une entreprise qui a dit qu'elle allait réduire le prix de $35. Et moi, je vais veiller à ce que chacune des entreprises pharmaceutiques dans le monde baisse les prix, pas juste une. Jour après jour, des millions d'Américains ont du mal à joindre les deux bouts. La sécurité sociale les aide cependant. Monsieur Trump, si rien n'est fait, les seniors verront leurs bénéfices réduits d'ici 10 ans. Est-ce que vous serez prêt à nommer une mesure que vous prendrez pour résoudre cette situation? Oui, il faut que les riches prennent leur part, ça c'est certain. Tout de suite, les personnes qui gagnent $170 000 ne payent que 6% d'impôts sur le revenu. Et moi, j'ai fait une proposition parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les millionnaires payent 1%, seulement 1% d'impôts. Donc en dessous des $400 000, moi je n'augmente pas les impôts, mais au-dessus de $400 000, on va augmenter pour qu'on puisse protéger tout le monde dans notre pays. Il vous reste encore 82 secondes. Qu'est-ce qui pourrait aider encore la situation au niveau de la sécurité sociale? Ça déjà, ça permettra d'avancer dans le bon sens, mais l'essentiel, c'est de battre cet homme qui veut se débarrasser de la sécurité sociale. Il veut aussi se débarrasser de Medicare. Et quand on regarde ce que les républicains proposent, et la proposition que lui fait, c'est justement de réduire cette protection sociale. Et cette idée qu'on n'a pas besoin de protéger nos aînés, pour moi, ça me paraît tout à fait ridicule. Et d'ailleurs, la population américaine est en meilleure posture aujourd'hui qu'à n'importe quel moment dans l'histoire d'un point de vue de la protection sociale. On a 40 millions de personnes qui n'avaient pas d'assurance à cause de problèmes médicaux antérieurs. Et ces personnes-là sont maintenant couvertes grâce à ce que nous faisons. Et pour les communautés afro-américaines, là aussi, nous avons accompagner toutes les personnes qui gagnent moins de $70 000, qui peuvent recevoir $15 000 de plus pour l'éducation de leurs enfants. Merci. Maintenant, c'est à vous, Monsieur Trump. Pendant toute ma vie, j'ai traité avec des politiques, des politiciens. J'ai été... depuis 18 ans, je suis de ce côté de l'aile. Mais je n'ai jamais vu un pareil menteur. Il peut vous regarder droit dans les yeux, sur plein d'autres sujets d'ailleurs. On a parlé de l'ordinateur portable, de la Russie, l'Ukraine, et tout ce qu'il dit est mensonge. C'est de la désinformation, de la mésinformation. L'histoire des losers, des suckers, etc., tout ça c'est un mensonge, c'est une honte. Mais sur l'histoire de la protection sociale, il est en train de la détruire parce que des millions de personnes sont en train d'envahir notre pays et ces personnes bénéficient de la protection sociale, de Medicare, de Medicaid. Ces personnes sont dans nos hôpitaux, prennent la place de nos citoyens. Ce qu'ils font aux vétérans, aux anciens combattants, c'est tout simplement une honte. Les vétérans vivent dans la rue et ces migrants vivent dans des hôtels de luxe. Il ne sait pas du tout ce qu'il est en train de faire. Il est inconscient. Et vraiment, je n'ai jamais vu une telle colère dans notre pays. Monsieur Biden. Cette idée que les vétérans, personne ne s'en occupe, c'est incroyable. Et tout à l'heure, je parlais de loser et lui me dit que ce général qui m'a rapporté ses propos, lui, il l'a viré. C'était ce général qui était aux côtés de Trump et ce monsieur l'a viré. Ensuite, dire que
on a des millions et des millions de personnes qui rentrent dans le pays et qui, tout d'un coup, prennent les emplois de tout le monde, etc. Ce n'est pas vrai. Il y a une raison pour laquelle notre économie se développe très rapidement et pourquoi c'est l'économie la plus forte du monde qui fait mieux que tous les autres pays. Et ces 15 prix Nobel d'économie que lui, il discrédite, nous disent que si Trump est élu, l'inflation va augmenter et on va tomber dans la récession. Et d'ailleurs, tous les experts savent que c'est lui le pire président de l'histoire des États-Unis. Merci. Maintenant, nous allons passer au niveau des allocations enfants et familiales. Les deux présidents ont essayé de s'atteler à ce problème, mais la pauvreté augmente. Les coûts pour s'occuper des enfants aussi, 11 000 par enfant par an. Monsieur Trump, que feriez-vous dans un second mandat pour résoudre ce problème? Pour revenir, le général a été renvoyé parce qu'il n'était pas bon. Et s'il a dit ça, bon, il l'a inventé. Mais on avait 19 personnes qui ont confirmé que je n'avais pas dit ça et ils sont bien plus respectés que ce général. Autre point. Biden ne vire personne. Il ne vire jamais personne. Je ne l'ai jamais vu licencier qui que ce soit. Moi, j'ai licencié beaucoup de personnes. Cohen, il n'était pas bon. Beaucoup de personnes dans le FBI pour assécher le marais. Ces personnes qui n'étaient pas bonnes. C'est difficile, hein, on paye un prix. Mais moi, j'ai hérité de ces personnes. Ce n'est pas moi qui les ai nommées. Ils n'étaient pas bonnes. Elles n'étaient pas bonnes. Donc, je l'ai viré. Biden ne vire personne. Il n'a jamais viré qui que ce soit. Il aurait dû virer tous les responsables militaires qui étaient impliqués dans l'affaire de l'Afghanistan. Dans cette farce qu'était l'Afghanistan. C'était la plus grande honte de notre pays. Est-ce que vous avez renvoyé qui que ce soit? Est-ce que vous avez licencié une personne qui nous a permis d'avoir la pire frontière du monde? Est-ce que quelqu'un a été licencié pour permettre à 18 millions de personnes qui sortaient de prison envers notre pays, des personnes qui sortaient d'institutions psychiatriques? Est-ce que vous avez licencié quelqu'un? Ces personnes qui sont responsables de la destruction de notre pays à cause des frontières? Joe, notre pays est en train d'être détruit alors que nous sommes là en train de perdre notre temps à faire ce débat. Ça ne devrait même pas être un débat. C'est le pire président. Il dit que je suis le pire président parce que j'ai dit que c'était le pire président. Il détruit notre pays. Et à présent, il essaie d'être un petit peu plus dur au niveau des frontières. Et il a trouvé un petit accord de rien du tout. Et ça a permis de réduire de ça les immigrations. C'est vraiment insignifiant. Il veut des frontières ouvertes. Il veut que notre pays soit détruit. Ou alors il veut récupérer le vote de ces migrants. Vraiment, on ne peut pas laisser ce genre de choses se produire. S'il remporte cette élection, notre pays n'a aucune chance de survivre. N'aura aucune chance de sortir de ce marasme. Nous n'aurons plus de pays s'il est élu. Voilà la situation. C'est le pire président de l'histoire des États-Unis. Merci, M. Biden. Nous sommes le pays qui est le plus admiré au monde. Nous sommes les États-Unis d'Amérique. On peut tout faire. On a la meilleure armée au monde, dans l'histoire de l'humanité. Personne ne pense un seul instant que nous sommes faibles. Personne ne veut nous défier. Ensuite, cette idée qu'on parle du pire président. Moi, je n'étais pas du tout en train de plaisanter. Allez regarder en ligne. Il y a 158 ou 159 historiens et experts qui se sont réunis et qui ont voté pour savoir qui était le pire président des États-Unis. Ils ont fait un classement du premier au dernier et il a été voté le pire président de tous les temps. Et cette idée qu'il est en train de faire quoi que ce soit pour la garde des enfants et pour aider les familles avec les gardes des enfants. Il ne fait rien. Nous, on a augmenté les crédits d'impôt. On a aussi accompagné les familles monoparentales pour que les parents puissent retourner au travail. Merci, M. Biden. La question pour vous, M. Trump, c'était comment faciliter les coûts des gardes d'enfants? Il faut bien comprendre. Il y a beaucoup de points, beaucoup d'indicateurs sur lesquels on est les pires du monde. Et on veut être les meilleurs. Si on me donne 4 ans de plus, je serai le meilleur. Je serai le meilleur. Personne n'a créé une économie telle que la nôtre. Il veut augmenter les impôts 4 fois. Il veut augmenter les impôts de tout le monde. Quadrupler les impôts. Il veut supprimer les réductions d'impôts que j'ai imposées. Donc tout le monde, même vous, allez payer 4 à 5 fois plus. Personne n'a entendu ce genre de choses. Pendant toute ma vie, en grandissant, j'ai vu des politiques parler de réduction d'impôts.
Quand on réduit des impôts, comme je l'ai dit, nous, on a réduit les impôts et on a permis à beaucoup d'entreprises de gagner de l'argent et de faire revenir de l'argent. Le pire président de l'histoire des États-Unis, tout le monde le sait. Monsieur Biden. Écoutez, la réalité, c'est qu'il se trompe complètement. Lui, son programme, c'est d'augmenter les impôts pour les classes moyennes. Moi, j'ai dit que je n'allais pas augmenter les impôts pour les personnes qui gagnent moins de 400 000. Et je l'ai fait. Et vous savez ce que nous disent les économistes, c'est que son programme, à lui, va coûter 2 500 $ en impôts en plus. Parce que tout ce que l'on va importer va nous coûter beaucoup plus cher. Et puis, il nous dit qu'il a aidé la classe moyenne. Mais la classe moyenne, elle a été détruite pendant votre mandat. Et maintenant, vous voulez réduire les impôts de 5 000 milliards de dollars pour les années à venir, ce qui va causer la banqueroute de ce pays. Donc vous avez été le pire président de ce pays. Et la deuxième chose, c'est que vous n'avez fait absolument aucun progrès quant à notre relation avec la Chine. Le déficit commercial était extrêmement bas déjà quand vous étiez président. Biden. Maintenant, quelque chose qui frappe de millions et des millions d'Américains. La crise des opiacés. Les chiffres d'overdose dans notre pays ont augmenté sous vos deux mandats. Monsieur l'ancien président Trump, vous avez dit que on a constaté que des milliers d'Américains meurent chaque année d'overdose car ils sont addicts. Comment résoudre ce problème? Pour conclure, aujourd'hui nous avons le plus grand déficit de l'histoire de notre pays à cause de l'administration Biden. Le plus grand déficit par rapport à la Chine. Il est payé par la Chine. C'est un candidat manchou. Il est payé par la Chine. Donc il a peur de travailler avec eux, de traiter avec eux. Il n'a jamais supprimé mes droits de douane parce qu'on a gagné beaucoup d'argent grâce à ces droits de douane. C'est pour ça qu'il ne les a jamais supprimés. Il ne peut pas parce que ça représente trop d'argent, c'est immense. Et on a sauvé notre industrie sidérurgique et ça va continuer comme ça. Mais lui n'a rien fait. Il n'a simplement pas supprimé ses droits de douane parce qu'il ne peut pas, parce que ça représente trop d'argent. Mais il a le plus grand déficit de l'histoire des États-Unis. Il a également la situation la plus désastreuse avec la Chine. La Chine va vraiment nous manger, nous dévorer si vous continuez à les laisser faire ce qu'ils nous font. Ils nous tuent. Ils tuent notre pays et on ne peut pas laisser ce genre de choses se faire. Vous détruisez notre pays. Monsieur Trump, il vous reste 60 secondes. Je me répète la question. Les Américains souffrent d'addiction. Que faire pour qu'ils ne soient plus addicts? Jusqu'à l'arrivée du Covid, je dirais qu'on s'en sortait très très bien. 2 ans et demi, 3 ans formidables, les meilleures années. Et ensuite, il a fallu resserrer la vis. Il y a eu beaucoup de stupéfiants qui sont arrivés dans le pays, qui ont envahi notre pays. On a eu de très bons équipements. On a acheté des chiens, des formidables chiens, les meilleurs chiens qui arrivent à identifier la drogue. On a fait beaucoup de choses. Et on avait des chiffres très très faibles en termes de trafic de stupéfiants. Et ensuite, Biden est arrivé. Vous avez vu les chiffres? Vous avez regardé les chiffres? 18 millions de personnes, et à mon avis, c'est un chiffre assez faible, mais vraiment, la quantité de stupéfiants et de traite des êtres humains, des hommes et des femmes, c'est le pire. Je n'ai jamais vu ça. Des chiffres jamais vus auparavant. Sous son administration, à cause de cette frontière qui est une passoire. Mais la quantité de drogue qui arrive à travers qui passe nos frontières, on n'a jamais vu ça. Merci, c'est à vous de fentanyl et les autres produits liés au fentanyl ont baissé. Et nous allons utiliser des équipements pour détecter le fentanyl. Je les déploie sur la frontière. C'est très coûteux. Ça fait partie de cet accord bipartisan. Des machines de détection qui vont pouvoir détecter des stupéfiants avec des agents déployés sur la frontière. Avec cet accord, après cet accord, il a appelé les républicains pour le torpiller. Il n'a jamais dit que c'était un mauvais accord. C'est un bon accord. Il nous faut ces machines. Il nous faut ces machines. Et nous travaillons avec de nombreux pays asiatiques sur les précurseurs et le Mexique pour éviter la production de stupéfiants. Il nous faut ces machines. Merci. Monsieur Trump, je me répète, il s'agit des difficultés de l'Amérique vis-à-vis de cette pandémie de fentanyl.
Alors, il a mis fin au programme Remain in Mexico. Moi, j'ai mis en place l'arrestation et la libération au Mexique. Nous avons négocié âprement avec le Mexique. C'est comme pour la situation des otages. On a payé 6 milliards. Maintenant, nous avons un otage, un journaliste du Wall Street Journal, quelqu'un de bien. Et il est là-bas, et Poutine se moque de nous et il demande des milliards de dollars pour ce journaliste. Moi, je vais le faire sortir très rapidement, dès que je prends mes fonctions. Avant de prendre mes fonctions, j'avais dit que dès que je remporte les élections, je ferai sortir ce journaliste. Ça fait longtemps qu'il aurait dû faire sortir de prison. Mais Poutine demande certainement des milliards et des milliards de dollars parce qu'à chaque fois, Joe allonge. On a payé 6 milliards pour 5 personnes. Moi, j'ai fait sortir 58 personnes et j'ai payé peanuts. Passons donc aux inquiétudes des électeurs, à vos sujets à tous les deux. Le président Biden, vous aurez 86 ans à la fin de votre second mandat. Comment répondez-vous aux inquiétudes concernant votre capacité à remplir le poste le plus important au monde en ayant 80 ans ou plus ? Eh bien, tout d'abord, j'ai été critiqué pendant la moitié de ma carrière pour être le plus jeune. J'étais le deuxième plus jeune sénateur de notre pays. Je suis maintenant le plus âgé. Mais regardons les résultats. Voyez ce que j'ai fait. J'ai réparé une situation terrible que j'ai héritée. 50 millions d'emplois, des millions d'emplois manufacturés. Nous investissons dans le pays. Des milliards d'investissements privés. Il y a croissance économique. Nous avons ramené des activités économiques. Les puces, nous avons créé ce marché, mais nous l'avons perdu parce que les entreprises sont parties à l'étranger. Je suis allé en Corée du Sud. Je les ai convaincus d'investir des milliards ici. Et devinez quoi? Ces usines à puces électroniques, à haute valeur ajoutée, représentent des milliards et des milliards de dollars investis maintenant tout de suite aux États-Unis, et cela crée des emplois pour les Américains. Président Biden, il vous reste 40 secondes. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, alors dire que nous sommes un pays en déliquescence, aucun président, un président ne devrait pas dire ça. Nommez-moi un président qui ne voudrait pas échanger sa place avec le président des États-Unis d'Amérique. Nous sommes le pays le plus progressiste qui agit. Nous sommes le pays le plus fort. Nous honorons nos promesses. Tout le monde nous fait confiance. Nous protégeons nos alliés. Lui, il envoie des lettres d'amour à Poutine et à Kim Jong-un. Merci, Président Trump. Vous aurez 82 ans à la fin de votre second mandat. Que répondez-vous aux électeurs qui s'inquiètent de votre capacité à remplir ce poste? Alors, j'ai passé 2 tests cognitifs que j'ai réussi. Nous l'avons dit publiquement. Il ne veut même pas faire un seul test. C'est très simple. Moi, j'ai répondu aux 5 premières questions. Il ne pourrait même pas le faire. Donc, j'ai fait 2 tests cognitifs. Je fais des examens physiques chaque année. Et vous savez, on touche du bois, alors que c'est possible. Moi, je suis en bonne santé. Je viens de remporter 2 championnats de club, pas pour les seniors. Et pour faire ça, il faut être quand même plutôt intelligent. Et il faut réussir à envoyer la balle loin. Moi, je le fais. Lui, il n'est même pas capable d'envoyer la balle à 50 mètres. Et s'il me propose de jouer un match de golf, il ne pourra même pas envoyer la balle à 50 mètres. Moi, je suis en forme. J'ai jamais été aussi en forme qu'il y a peut-être 20-25 ans. Bon, je suis peut-être un petit peu même, un peu plus. J'ai perdu un petit peu de poids, mais je me porte comme un charme. Et moi, j'étais prêt à faire un test cognitif. Et j'étais prêt à le faire bien, mais en fait, j'ai eu d'excellents résultats. Le docteur Jackson, qui est un type formidable, s'est occupé de ces tests. Et l'un des médecins qui s'occupait de ça a dit n'avoir jamais vu de performance. Ah oui, il est lourd, ce gars-là. Il est très très lourd. 1m90, c'est ça? Ouais. Enfin bon. Encore des bobards.
Quand j'étais vice-président, mon handicap est tombé à 6. Et encore une fois, je peux jouer au golf, mais vous portez les stacks. C'est le pire mensonge, son handicap n'est pas à 6. J'étais à 8. Là, vous vous pavanez, là. Ne soyons pas puérils. Parlons des inquiétudes spécifiques à votre sujet. Jurez-vous ce soir que lorsque tous les procès seront passés, vous accepterez le résultat de cette élection et êtes-vous prêt à dire que la violence politique est inacceptable sous toutes ses formes? Je ne devrais pas avoir à dire ça, et bien sûr, je suis totalement d'accord avec ça, c'est entièrement inacceptable. Et si vous regardez les déclarations que j'avais faites à l'époque sur Twitter, ainsi que celles que j'ai faites dans le Jardin Rose, en fait, ce sont les déclarations les plus fortes que l'on a jamais vues. Par ailleurs, dans les discours que j'ai prononcés, je pense que c'était devant la plus importante foule devant laquelle je me suis exprimé, personne ne parle jamais de ça, en fait. Ici, il s'agit d'un nombre infime de personnes qui sont allées au Capitole, et d'ailleurs, que la police a laissé rentrer. Et comme l'a dit Nancy Pelosi, c'était sa responsabilité, pas la mienne. Elle l'a dit très clairement. Alors la réponse est que si les élections sont libres et régulières, moi je veux ça plus que quiconque. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Moi j'aimerais bien que ce soit un formidable président, parce que ça veut dire que je n'aurais pas à être ici. Je pourrais être bien partout ailleurs, à profiter de la vie. Je n'aurais pas été mis en accusation, parce que je ne serais pas son opposant politique. Mais il m'a fait mettre en examen parce que je suis son adversaire politique. J'aimerais que ce soit un grand président. Je préférerais ça. Je ne serai pas ici, ça ne me dérange pas d'être ici, mais je suis ici parce que c'est un président qui est extrêmement mauvais. Moi, je vais redonner sa grandeur à l'Amérique. Nous sommes un État qui est en échec lourd, à cause de lui. Ses politiques sont terribles. Ses politiques de défense sont déraisonnables. Ce sont des guerres qui ne se termineront jamais à cause de lui. Il va nous entraîner dans la guerre mondiale, dans la troisième guerre mondiale. On est plus près de la troisième guerre mondiale que quiconque peut l'imaginer. Et il est en train de nous y emmener. Et Kim Jong-un et le président Xi de la Chine, le président Jong-un de la Corée du Nord, et Poutine, ils ne respectent pas Biden. Ils n'ont pas peur de lui. Et il va nous entraîner dans la troisième guerre mondiale. Vous voulez une troisième guerre mondiale? Suivez ses pas. Il l'a dit, Poutine, fais ce que tu veux avec l'OTAN. L'OTAN, je rappelle l'article 5, un pour tous, tous pour un. Je ne peux pas penser à un seul dirigeant du monde qui aimerait me remplacer, qui n'aimerait pas me remplacer. Nous avons fait un travail formidable grâce aux Américains qui sont capables de tout, qui ont été à la hauteur des enjeux. Il nous faut maintenant protéger le monde parce que notre sécurité est en jeu. Encore une fois, vous voulez la guerre? Permettez à Poutine de s'emparer de Kiev, laissez-le continuer. Voyez ce qu'il se passe de la Hongrie. Vous verrez. Président Trump, je reviens à vous pour une question de suivi. La question était la suivante. Accepterez-vous le résultat des élections, peu importe le vainqueur? Alors, je finis sur ce qu'il disait. La Russie, ils ont pris beaucoup de terrain sous Bush, sous Obama, et ils n'ont rien pris sous mon mandat. Rien. Parce qu'ils savaient qu'il ne fallait pas jouer avec moi. Ça s'est bien passé entre nous, mais ils savaient qu'il ne fallait pas me causer de problème. Mais là, ils vont tout lui prendre, à cet homme qui est à côté de moi. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû commencer, jamais. Et ça n'aurait jamais eu lieu avec moi. Il va prendre l'Ukraine. Et vous m'avez posé la question tout à l'heure. Vous m'avez dit, qu'est-ce que vous feriez? Et il est dans une position terrible actuellement, au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Parce que l'Ukraine n'est pas en train de gagner. Et il dit, je ne signerai jamais d'accord, mais ils n'ont plus de temps, ils n'ont plus de soldats. C'est extrêmement triste. Ils ont perdu tellement d'hommes. Et ils ont perdu des villes fabuleuses avec les dômes d'or qui sont millénaires à cause de ces décisions stupides. La Russie n'aurait jamais attaqué si j'étais président. Président Trump, la question était de savoir si vous accepterez le résultat de l'élection, peu importe le vainqueur, oui ou non? Si c'est une bonne élection, libre, régulière, oui. Mais il y a eu de la fraude, c'était hallucinant.
Mais oui, bien sûr. Ce serait beaucoup plus simple pour moi d'avoir à faire ça. Mais je n'allais pas me présenter jusqu'au moment où j'ai vu que ce qu'il fait, c'est terrible. Je préférais vraiment être ailleurs, dans un endroit agréable. Et je le redis, pas de mise en examen, pas d'adversaire politique. C'est la seule manière pour lui de gagner. Mais malheureusement, il y a les chiffres. Les gens comprennent. Vos chiffres, c'est du n'importe quoi. Vous vous plaignez. Vous avez perdu la première fois. Vous avez continué à faire appel dans le pays entier. Pas un seul tribunal vous a donné raison sur rien, au niveau des États ou plus localement. Mais vous avez continué à mentir en disant qu'il y a eu des fraudes électorales, des vols, des détournements. C'est faux, il n'y a aucune preuve. Je ne pense pas que vous accepterez les résultats. Vous vous plaignez tout le temps. Vous ne pouvez pas accepter de perdre. Et nous revenons dans quelques instants pour la suite de ce débat présidentiel sur CNN en direct d'Atlanta. Le moment est d'importance. Le rêve olympique est à portée de main. Le regard tourné vers l'histoire. Très gros match des Français. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Quel moment historique, mais quelle équipe! Quelle équipe! Ils sont donc firmement les Bleus. Une médaille de plus. Législative 2024. Une grande soirée électorale animée par Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse, Maya Loquet et Francis Letellier. Résultats, analyses, débats et réactions à chaud. En compagnie de nombreux invités politiques et experts, vous saurez tout sur ce premier tour de scrutin. Soirée spéciale élection législative, dimanche soir en direct dès 18h45 sur France 2 et sur la plateforme France.tv, en partenariat avec Ipsos Talent. J'ai passé la moitié de ma vie pratiquement en détention. Moi, je tournais avec plein de gens, franchement, je me disais, qu'est-ce qu'ils font là? Au-delà de l'enfermement, ce qui était le plus difficile, c'était ça, c'est d'avoir l'impression de ne même plus avoir de jardin secret. Quel pays on est devenu pour supporter un truc pareil? Je me pose beaucoup de questions et je me demande même si je vais y arriver. On a un potentiel de développement des peines alternatives à la prison qui est énorme. Prison, une série documentaire France TV/. À retrouver dès maintenant et gratuitement sur la plateforme France.tv.
It is now time for the candidates to deliver their closing statements as predetermined by a coin toss. We're going to begin with de donner leurs mots de conclusion. Nous avons tiré au sort. Monsieur Biden, vous avez la parole. 2 minutes. Nous avons beaucoup progressé depuis le marasme dont j'ai hérité, créé par Trump. La situation actuelle est celle-ci. Nous devons créer un système fiscal juste. Je vous demande à vous, tous ceux qui nous regardent, le pensez-vous juste? Je l'ai dit, en dessous de 400 000 $ par année, vous ne paierez pas un centime de plus en impôts. Mais lui a augmenté vos impôts à cause du déficit. Il a créé de l'inflation, il fait du chaos pendant la pandémie et maintenant, il veut vous prendre encore plus avec 10% de droits de douane. Tous les produits qui arrivent aux États-Unis. Il veut éliminer Medicare pour nous empêcher de négocier ensemble avec les entreprises pharmaceutiques. Eh bien, nous avons fait baisser le prix à 35 $ pour l'insuline. Avant, c'était plus de 100. Nous avons protégé les seniors. Cela a réduit la dette de 160 milliards sur 10 ans en évitant les surcoûts. Je vais continuer de le faire pour tous les seniors et tout le monde aux États-Unis. Il veut défaire tout ça. Je veux protéger les enfants. Je vais octroyer des crédits d'impôt. Nous allons travailler sur les rénovations, les problèmes de tuyauterie dans le pays entier. Nous allons faire baisser l'inflation. Merci, Président Biden. Président Trump, 2 minutes pour vos propos de conclusion. Comme nombre d'autres politiciens, cet homme ne fait que se plaindre. Il dit on veut faire ci, on veut faire ça, on veut se débarrasser de tel ou tel impôt. Il ne fait rien. À cause de lui, notre pays n'est plus en sécurité parce qu'il laisse des milliers de personnes rentrer, son armée ne le respecte pas, on a l'air d'imbéciles en Afghanistan. Mais en termes de la situation en Israël, c'est absolument horrible ce qui s'est passé, ça n'aurait jamais dû se passer. L'Iran n'avait plus d'argent. Il n'y avait plus d'argent pour le Hamas, pour le Hezbollah, plus d'argent du tout. Et puis, l'Ukraine, ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Il n'arrête pas de nous dire tout ce qu'il voudrait faire, mais il n'a rien fait pendant 3 ans. C'est l'enfer. On a les Palestiniens, tous les gens qui sont en pleine émeute partout. Vous avez parlé de Charlottesville, mais là c'est 100 fois Charlottesville, 1000 fois Charlottesville. Il y a tout le pays qui est en train d'exploser à cause de vous parce qu'ils ne vous respectent pas. Il faut que les gens respectent leur président. Et les gens dans le monde ne vous respectent pas non plus. Nous avons été incroyables. Nous avons reconstitué l'armée. Nous avons engagé les dépenses d'impôts les plus importantes, la plus importante baisse de la réglementation. Et il a obtenu cet emploi parce que il y a des emplois, parce que moi j'ai baissé la réglementation, mais il est en train de réintroduire de nouvelles réglementations. Tout ce que nous avons fait, personne n'a jamais rien vu de la sorte, même du point de vue médical. On peut même utiliser maintenant des matériaux de niveau spatial plutôt que d'essayer de les obtenir de la Chine. Vous n'avez plus besoin d'aller en Europe lorsque vous êtes en phase terminale. Et puis, ce qu'on a fait pour l'armée était extraordinaire. Plutôt que d'attendre 3 mois avant de voir un médecin, eh bien, maintenant, les membres des forces armées peuvent aller voir un médecin pour être en condition et vivre. Et nous avons la cote de popularité la plus importante de toute l'histoire auprès des anciens combattants. Donc, nous sommes une nation en échec, mais ça va s'arrêter puisque nous allons redonner sa grandeur à l'Amérique. Monsieur le Président Trump, Monsieur le Président Biden, restez avec nous parce que nous allons maintenant, sur CNN, commenter ce débat.